Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié au e-commerce B2B. Nous traiterons aujourd'hui comment lancer son site e-commerce B2B, avec quelle méthodologie et pour quels bénéfices. Il vous sera présenté par Arnaud Mazon, directeur général de Galilée, accompagné par Ludovic Martin et Philippe Dupuis, que je laisse Arnaud vous présenter tout de suite. Ce webinaire va être animé par moi. Je suis Arnaud Mazon, je suis le directeur général de Galilée. Avec moi aujourd'hui Ludovic Martin, consultant e-commerce bien connu, ainsi que Philippe Dupuis, qui sera notre témoin du jour. Ce webinaire a été co-organisé avec Ludovic, avec qui nous avons également à l'occasion réalisé le document que nous allons vous communiquer au terme de ce webinaire en tant que guide pour la réalisation du cahier des charges de votre projet e-commerce B2B. Alors, on se connaît depuis des années avec Ludovic, notamment lorsque, à l'époque, tu as été directeur commerce et directeur marketing d'Exaprint. Exaprint qui est le leader de l'impression en ligne en France aujourd'hui, avec une stratégie résolument B2B. Ce qui nous ramène évidemment au sujet du jour. Bienvenue Ludovic, merci pour la collaboration, puis je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous, merci Arnaud pour l'invitation. Comme tu le disais, ça fait un long moment maintenant qu'on se connaît et qu'on collabore ensemble. Comme tu l'as expliqué, j'ai été directeur marketing d'Exaprint pendant 5 ans, de 2012 à 2017. Au-delà de ça, ça fait presque quasiment 20 ans maintenant que je tourne dans la sphère du e-commerce, et en particulier auprès d'entreprises qui font du B2B. Et donc, depuis 2017, je me suis lancé dans des activités de conseil en indépendant et aussi de blogging. Donc voilà, j'anime une communauté de gens qui sont intéressés par le commerce électronique. Et disons que compte tenu des événements qui se sont passés lors de la crise du Covid et de l'accélération du commerce électronique, ça me paraissait très intéressant de répondre à ton invitation, de partager un petit peu des conseils au travers de ce webinaire pour des PME et des entreprises de taille intermédiaire qui souhaiteraient aujourd'hui se lancer dans une démarche de commerce électronique ou de repenser la façon dont ils vendent en ligne. Voilà. Ça marche, merci Ludovic. Alors, notre autre invité du jour, Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, là aussi, histoire de bien pointer le fait que le monde est petit, on évoquait à l'instant Exaprint. Il se trouve que c'est toi, Philippe, qui a créé Exaprint. Alors, j'hésitais entre 90 et 98. Tu me disais que c'était en 98. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça a vraiment ouvert et s'est développé en 98 avec la création aussi du site internet dans la foulée en 98. D'ailleurs, site B2B sur internet parmi, je pense, les premiers en Europe dans le monde de l'imprimerie. Oui, alors pour le coup, toi, on va te qualifier de serial entrepreneur B2B, puisque d'Exaprint, alors qui pour information, est aujourd'hui, quand on parlait de leader dans le domaine, réalise à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc devenu depuis une filiale de Cimpress, la maison mère de la Staprint. Mais tu t'es pas arrêté là, puisque depuis, tu as continué sur le même registre de l'entreprise, et en particulier sur des modèles très B2B, avec là justement ta dernière création dans le domaine avec SafePoint. Alors voilà, histoire de te présenter au-delà de ça, est-ce que tu peux nous raconter rapidement la genèse de SafePoint et la façon dont tu as identifié le besoin, conçu et lancé le produit pour évidemment initier notre propos sur l'e-commerce B2B. Très bien. Donc déjà, avant tout, je souhaite remercier Arnaud et Ludovic pour me proposer de présenter ce webinaire avec eux. Je suis certain que ce sera un webinaire de très grande qualité parce que je connais très bien Arnaud et Ludovic depuis de nombreuses années. Et je peux vous dire que vous avez quand même la chance d'avoir deux experts parmi les plus talentueux du domaine en France. C'est ce que je pense. Merci. Voilà. Donc pour SafePoint, en quelques mots, donc SafePoint-France.fr pour ceux qui veulent regarder en même temps sur Internet. SafePoint, SAFEPOINT-France.fr. Donc voilà, en fait, comme tout le monde, je me suis retrouvé à cause du Covid à l'arrêt du jour au lendemain dans mon activité. Donc, étant un peu hyperactif au travail, mon cerveau s'est mis à réfléchir à un produit qui pourrait éventuellement aider à réduire un petit peu les contaminations.
Donc, comme on rebondit toujours un peu de nos expériences professionnelles, étant depuis plus de 25 ans dans la personnalisation de documents divers et variés, j'ai eu l'idée de créer en fait un totem personnalisé avec un distributeur sans contact de gel hydroalcoolique. Donc, cela a bien occupé mes journées et mes nuits pendant ces longues semaines de confinement. Et entre la conception, la faisabilité technique du totem, la recette d'un gel hydroalcoolique intégrant un soin pour les mains, la création du site internet, le flux de production, le marketing, le commercial, on va dire que ça m'a bien occupé. Donc en fait, l'idée, c'était pour revenir un petit peu au produit, c'est grâce à la personnalisation de SafePoint, on montre à ses clients et à ses collaborateurs à quel point on tient à eux. En fait, j'ai voulu absolument créer un produit qui était personnalisé et qui mettait en avant en fait la marque ou la société. Donc, au-delà du service que rend un distributeur de gel hydroalcoolique, que tout le monde comprend et connaît, il était important pour moi d'apporter une différenciation. Et cette différenciation simple, en fait, comprise par tous, à un tarif le plus compétitif possible, surtout en ce moment où les affaires tournent un peu au ralenti pour de nombreuses entreprises. Donc, voilà l'idée, en fait, et la mise en place de qui m'a pris quelques jours, quelques semaines, là, et donc il vient de sortir. Et je vous invite donc à aller jeter un petit coup d'œil sur le site. Alors, voilà. Merci. Juste en pratique, sur combien de temps tu as identifié le produit possible, créé et lancé l'offre? En gros, l'idée, ça fait à peu près 2 mois. D'accord. Je l'ai lancé à peu près, je me suis mis vraiment bien au travail et j'avais trouvé mon produit au bout de 3 semaines. Et là, on va dire que j'ai travaillé 1 mois. Mais par contre, 15 heures par jour, je ne compte pas les heures. Hein. Mais ça a été, surtout que bon, je travaille depuis quelques années maintenant en équipe extrêmement réduite. Donc je me suis totalement consacré au projet. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps. Voilà. Après, on pourra détailler après sur les futures questions, sur tout le travail que ça peut engendrer. Ok, merci Philippe. On se retrouve tout à l'heure pour justement les questions en fin de webinaire. Alors, on démarre donc sur notre programme du jour avec premier slide assez traditionnel, on va dire, pour rappeler quelques chiffres, mais qui ont ici un intérêt particulier, c'est leur caractère absolument colossal, colossaux, des chiffres. Le propos sur le poids que représente aujourd'hui, donc en 2019, l'e-commerce, que ça soit de manière globale ou en France, et là, surtout les perspectives que ça augure, puisque donc d'ici 2027, on voit la croissance des 9 500 milliards vers les 20 000 milliards que ça va représenter, mais surtout les 17,5% de croissance annuelle dans le même temps. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que tout l'écosystème qui est concerné par les commerces B2B, qui est déjà extrêmement conséquent et qui est en passe de croître de façon extrêmement tout aussi conséquente, passe également par le fait que les acheteurs, et plus le temps avance et plus ça s'affirme, les acheteurs ont aujourd'hui totalement intégré la logique de l'achat en ligne pour l'entreprise dans leur pratique. Alors, Ludovic, pour justement t'interroger sur le sujet, est-ce que par rapport à ton expérience, les interlocuteurs que tu rencontres sont conscients? Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'ils sont conscients? Pas tous, très sincèrement. Il y en a encore qui répliquent beaucoup des modèles historiques dans la distribution et qui n'ont pas repensé leur circuit de vente et de commercialisation de leurs produits au regard de cette digitalisation. Et souvent, en fait, ils se réveillent un jour parce que soit ils voient leurs clients qui commencent tranquillement à glisser vers des concurrents, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'outils de calcul rapide de prix, de réponse immédiate ou autre. Et là, d'un coup, ils se réveillent en se disant, mais on est en train de perdre des parts de marché parce qu'on n'a pas les outils que nos clients attendent. Soit aussi, moi, ça m'est arrivé en tant que consultant de voir certaines sociétés qui m'ont dit, d'un coup, nos clients grands comptes, ils achètent sur Amazon. On ne comprend pas. Comment ça se fait? Pour nous, Amazon, c'était pour les particuliers. Et en fait, ils se rendent compte que les acheteurs, ils sont habitués à faire de l'achat en ligne à titre personnel. Du coup, ils recherchent les mêmes types d'expériences, la même facilité et même ils attendent d'autres choses. On y reviendra dessus plus tard. Et du coup, ces entreprises se retrouvent en difficulté. Après, il y a aussi l'exemple d'autres sociétés qui ont complètement intégré ça et qui, du coup, ont repensé leur cycle de commercialisation
pour offrir une solution complète et innovante et faire gagner du temps à leurs clients. C'est vraiment fondamental à ce niveau. Donc, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que, juste pour compléter ces quelques chiffres, il y a un indicateur qu'il faut quand même avoir en tête concernant le e-commerce B2B, où souvent on pense qu'il est en retard par rapport au B2C. Bah, c'est tout simplement Amazon, qui est le numéro 1 du commerce électronique dans le monde, a lancé une offre en B2B qui fonctionne très très bien. S'ils y vont, ça veut dire qu'ils sentent et qu'ils savent que les acheteurs, que ce soit des PME ou des entreprises plus importantes, sont mûrs pour faire de l'achat en ligne. Aujourd'hui, on va y revenir dans les slides suivants, mais la crise du Covid a accéléré des choses qui étaient latentes. Et clairement, le e-commerce B2B, c'est une opportunité pour beaucoup d'entreprises, c'est une potentialité de développement de business. Mais clairement, Philippe le soulignait tout à l'heure dans sa présentation, ce qui est clé, c'est le time to market, le temps de réalisation. Il ne faut pas partir sur des chantiers de plusieurs années ou de plusieurs mois, il faut aller très très vite. Et ça demande une philosophie et une approche du projet un petit peu différente de ce qu'on peut faire de manière très simple. Et ça, compte tenu de la crise actuelle que nous vivons, et je pense que parmi toute l'audience des gens qui assistent à notre webinaire, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont dû se rendre compte malheureusement que leurs commerciaux sont coincés au bureau, qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou d'aller rencontrer leurs clients ou d'échanger avec eux tel que ça pouvait être fait auparavant. Il y a encore beaucoup de grandes entreprises qui donnent comme consigne à leurs équipes de ne pas recevoir des personnels extérieurs. Donc, le commercial, aujourd'hui, il est vraiment gêné dans sa prospection, dans sa relation avec le client. Et clairement, l'e-commerce en B2B, c'est un moyen de relayer les médias traditionnels utilisés par les équipes des forces commerciales sous une nouvelle forme et de le mettre à disposition des acheteurs pour continuer à maintenir ce lien, même offrir quelque chose de nouveau. Et on le voit dans la crise du Covid, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont réussi à maintenir une activité grâce à leur site de e-commerce. Moi, j'ai des exemples de clients qui se sont réorganisés, qui ont dit à leurs clients passez commande sur le site, venez retirer les colis à l'usine ou à notre entrepôt, ce qui fait qu'ils ont pu continuer à maintenir une activité alors que ceux qui n'avaient pas de site de vente en ligne étaient quasiment à l'arrêt, quoi. Alors Arnaud, je pense qu'on a perdu la présentation et qu'on ne t'entend plus. Alors ce que je vous propose juste, c'est en attendant qu'Arnaud redémarre le diaporama, il y a beaucoup de gens connectés, donc je pense que ça lag un petit peu. Donc clairement, on parlait du Covid. Ce qu'il faut aujourd'hui prendre en considération, si vous n'avez pas de site de vente en ligne ou s'il est trop limité en termes de fonctionnalité, c'est que la transformation est en train de s'opérer en ce moment. C'est-à-dire que les acheteurs, au moment du redémarrage de l'activité, ils sont en attente de solutions rapides. Ils sont en attente de catalogues en ligne, de possibilités d'aller consulter les informations et de pouvoir rapidement faire des cotations de prix, faire des calculs, des devis et passer commande de façon très très fluide. Ça, si vous devez lancer une activité ou vous avez ce projet-là, il faut pouvoir le faire de manière rapide parce que vos clients, ils vont pas attendre le mois de décembre pour faire leur transformation. La transformation, elle est réellement en ce moment. Et donc, il faut savoir et pouvoir aller vite dans la mise en place d'un site. Et surtout, et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, il ne faut pas le faire en parallèle des commerciaux ou en concurrence des commerciaux en se disant vite, on va lancer un site web et puis on va vendre des trucs en ligne. Et puis, les commerciaux reprendront leur activité un petit peu plus tard et le client, il jonglera entre les deux. Non, il faut repenser autour du site e-commerce le cycle d'achat complet. Alors, je pense que je dois être revenu depuis. On a quelques petits soucis. Tout à fait, voilà. On revoit l'écran, Arnaud, et on te réentend à nouveau. OK, donc, excuse-nous pour les petits soucis là, techniques. Donc, pour aller dans le sens de ce qu'évoquait Ludovic, on a essayé de résumer ici ce qu'on estime être les points fondamentaux
pour justement favoriser ce restart après la période Covid dans les meilleures conditions qui soient. Bon, première chose, évidemment, le projet, c'est de pouvoir lancer son site e-commerce en ayant un certain nombre de points extrêmement importants en tête. On y reviendra plusieurs fois, mais c'est cette considération sur le fait que les acheteurs exigent aujourd'hui un marketing qui soit intelligent et personnalisé, c'est-à-dire que, comme on va le repréciser un peu plus tard, qu'ils accèdent à un niveau d'information qui leur permette de prendre leurs décisions, ou l'essentiel de leurs décisions. Comme l'a évoqué rapidement Ludovic aussi, dans cette logique-là, le rôle du commercial change totalement. De commercial qui visite et vient finalement apporter le matériel marketing, on en arrive aujourd'hui plutôt, on y reviendra aussi, à un commercial avec un rôle plus en ligne, qui va s'appuyer sur les différentes technologies et outils qui vont permettre de servir le développement de la relation client, la génération d'opportunités, et ça avec une pratique commerciale qui va s'avérer très multicanal. Nécessité aussi de viser une bonne intégration dans vos écosystèmes informatiques, et notamment pour ceux qui ont déjà intégré CRM, ERP, etc., la nécessité évidemment que ces différentes solutions soient bien intégrées entre elles pour favoriser justement la circulation de l'information qui, de l'opportunité, on le verra tout à l'heure, gérée dans un CRM, nous permettent d'automatiser les messages qu'on va envoyer à la clientèle pour la faire converger vers notre site e-commerce et aider en cela par l'action des commerciaux qui s'inscrivent de fait dans la logique de la commercialisation. Autre paramètre important, en particulier dans la période, c'est le fait qu'il y ait un nombre assez significatif d'aides et de programmes qui puissent vous aider dans la transformation numérique. Alors, on en a identifié quelques-uns. Dans la mesure où vous êtes intéressé, passez un message privé, on vous donnera toutes les informations dans ce domaine, mais qu'on a déjà identifié, nous, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie. Alors, je faisais référence au portail France Num, qui recense après par département toutes ces aides. Dans pas mal de cas, là, notamment en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, il s'agit de subventions destinées à accompagner la transformation digitale des entreprises, avec donc une orientation assez taillée PME, particulièrement donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est là entre 10 et 250 salariés, sur la base donc de subventions à hauteur de 50% pour un maximum de 150 000 euros. Donc ça fait quand même des moyens assez importants auxquels, si vous êtes dans le profil, on ne saura que vous conseiller d'accéder, parce qu'évidemment, ils auront vocation à d'autant faciliter ce type de projet. Alors, ce type de projet qui, évidemment, relève de plateformes qui vont avoir des particularités assez importantes pour pouvoir répondre aux différents enjeux sur lesquels on va avancer. Et c'est dans cette logique-là qu'on a réalisé donc le document que j'évoquais tout à l'heure, et qui vous sera rendu accessible à la fin de ce webinaire, en tant que guide pour réaliser donc son cahier des charges dans le cadre d'un projet e-commerce B2B. Alors, première considération dans ce domaine, c'est le fait qu'on va donc digitaliser finalement son processus commercial, considérant que dans l'e-commerce B2B, le job en particulier de son site, ça va être de pouvoir guider ses acheteurs, quel que soit par ailleurs le process en fonction de la nature des produits que vous avez à vendre, donc d'amener cet acheteur au terme du process, c'est-à-dire conclure sa vente. Et c'est là où la combinaison entre l'action des commerciaux et celui d'une plateforme rendant l'offre accessible au client doivent permettre que le client puisse le plus facilement et le plus naturellement possible arriver à passer sa commande et repasser ses commandes, puisque c'est une des promesses du B2B, c'est évidemment qu'il y ait de ce point de vue-là une répétition dans le process de commande. Et donc d'emblée, avec ce rappel sur la nécessité de bien inscrire ce type de projet dans une logique d'équipe, les différentes parties prenantes dans l'entreprise doivent être impliquées, de telle sorte que tout le monde converge dans cette même direction. Étant entendu que, comme on l'a commencé déjà à l'évoquer, le parcours du client en B2B relève pas d'une logique linéaire. L'acheteur B2B va avoir des attentes en termes d'informations qui vont être extrêmement prégnantes.
Et donc, il va être déterminant d'être centré sur justement l'information à produire à destination de ses clients. Dans ce domaine, Ludovic, qu'est-ce que tu apporterais comme conseil justement par rapport à la relation, à cette information qui doit être entretenue dans le temps pour servir justement cette appétence des acheteurs à accéder à celle dont ils ont besoin? Comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure en introduction, le risque lorsque des entreprises se lancent dans le e-commerce B2B, en fait, c'est de créer des canaux étanches et d'opposer en fait le commerce électronique aux commerciaux traditionnels ou à la vente par correspondance sur catalogue. C'est quelque chose de très fréquent parce que il peut y avoir des rivalités internes, ça peut être mal abordé, ça peut être abordé sous un angle technique ou organisationnel plutôt que sur un angle de l'expérience client. Et ça, c'est très dangereux parce que d'un côté, ça crée des problématiques internes et puis de l'autre, votre client, il comprend pas. On a tous eu des exemples de sociétés avec lesquelles ou de magasins avec lesquels on est confronté à un problème de service client. On va vous dire, ah ben non, mais moi, désolé, je suis au magasin, vous avez acheté par Internet, je peux pas m'occuper de vous ou autre, simplement parce que les systèmes informatiques dialoguent pas et autres. La clé de la réussite d'une démarche de commercialisation en B2B, c'est de repenser le cycle d'achat global, le parcours des clients, en partant toujours du client et en se disant, le client, lui, il a un seul interlocuteur, c'est l'entreprise, c'est la marque. Et à partir de là, quel que soit le canal, quels que soient les points de contact, qu'ils soient en ligne, qu'ils soient hors ligne, il faut qu'à chaque fois, il retrouve ses informations, il retrouve son historique d'achat, il retrouve ses produits et surtout que ses interlocuteurs, eux, aient accès à l'ensemble aussi de l'information. Qu'ils soient capables de dire, par exemple, un commercial lors d'une visite, qu'il sache quel type de produits sont achetés en ligne, peut-être quel problème il a rencontré en SAV sur une dernière commande. Donc, comme tu le disais, le parcours d'achat en B2B est beaucoup plus complexe et a beaucoup plus de points de contact possibles qu'en B2C. Mais il faut le remettre le reposer et essayer de le rendre le plus linéaire et le plus complet possible pour le client, de façon à ce que lui ne soit pas perdu et ne souffre pas des différents canaux proposés par l'entreprise. Ça veut dire aussi qu'en termes de données, c'est très important. Il ne faut pas multiplier les stockages de données clients dans plein d'outils différents, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est souvent réalisé. On se dit, ah bah tiens, alors on va lancer une boutique en ligne, alors on va avoir une base client. Ouais, mais dans notre ERP, on a aussi une base client. Dans la CRM, on a une base client. Puis tiens, cet été, on va prendre un stagiaire pour faire des campagnes emailing. On va prendre une plateforme d'emailing et on va encore ajouter une base client. Au final, on démultiplie le stockage des informations clients. Il n'y a rien qui est consolidé. Et le pauvre commercial qui va se retrouver face au client, il n'a aucune possibilité d'avoir accès à l'ensemble de l'info. Donc, il faut vraiment penser en parallèle de ce parcours client, de la façon dont est stockée l'info, mise à jour, synchronisée en fonction des différents cas. D'autant important qu'à l'image de ce qu'on évoque ici, là, suite aux données fournies par Forrester, la population des acheteurs auxquels on s'adresse aujourd'hui en B2B vont d'une manière générale, alors de façon assez écrasante, comme on le voit ici, vont aller d'abord rechercher avant de contacter des ressources commerciales. Donc, il y a absolue nécessité à savoir servir justement cette population et les motivations de cette population, notamment en se projetant sur un alignement entre les stratégies commerciales et marketing, le marketing ayant vocation à servir l'action commerciale au travers de fonctionnalités et de contenu au service de ces fonctionnalités qui vont satisfaire les acheteurs dans ce domaine. Par exemple, lorsqu'on voit ici le plébiscite autour d'une recherche avancée, c'est-à-dire une recherche qui permette à ces fameux acheteurs de pouvoir trouver ce qu'ils recherchent, ça nécessite une chose d'emblée, c'est d'avoir un contenu qui contienne les informations propres à satisfaire les recherches des acheteurs et de pouvoir rechercher une caractéristique technique, une référence, pouvoir croiser, on le verra tout à l'heure, la combinaison entre du big menu, de la recherche riche et des facettes, voire du comparatif pour pouvoir justement satisfaire la nécessité qu'à un moment donné l'acheteur va avoir de
chercher un produit de telle puissance associée à telle contenance, combinée à telle marque, etc. Et de ce point de vue-là, on retrouve ici ce qui sont décrits comme étant les motivations essentielles des acheteurs par rapport à leur comportement d'achat. C'est-à-dire ce dans quoi ils passent le plus de temps. Ils passent 62% de leur temps dans la recherche, à regarder les notations, les évaluations, les recommandations qui sont faites. Alors le mobile, on en reparlera, mais c'est évidemment une des tendances lourdes, la nécessité d'être sur mobile, d'avoir une information de produit qui soit riche, évidemment, puisqu'on a déjà évoqué pour la recherche. Donc une fois que on est dans on arrive à satisfaire cette équation, eh ben, on peut considérer qu'on dispose de la manière de permettre à ses clients professionnels de pouvoir accéder au catalogue que l'on souhaite leur présenter en ligne, et ce faisant, pouvant faire en sorte que les ressources qui vont être, notamment les ressources commerciales qui vont être moins sollicitées par d'autres tâches, puissent se consacrer à la relation client d'une part, parce que là aussi, ne pas se tromper, particulièrement dans le B2B, mais un site web seul, il ne vend pas, ou il vend moins que lorsqu'il aura une équipe qui va s'appuyer sur ce site web pour dynamiser son acte de vente. Et évidemment, que ça soit en newbies ou en relation client, puisque c'est aussi un des promesses du B2B, c'est quand on a acquis un client, et pour autant que le service qu'on lui dit soit de bonne qualité, le propos, c'est qu'il va passer et repasser les commandes. Et ça nous amène tout naturellement, pour clore sur ce chapitre de la digitalisation du processus commercial, au concept de social selling. Alors, notre commercial, Ludovic le disait tout à l'heure, il n'a plus nécessairement la capacité d'aller en clientèle. Donc, ses habitudes de prospection, ça fonctionne plus nécessairement comme par le passé. En revanche, il y a, lorsqu'on va digitaliser son process de vente, des manières extrêmement porteuses de pouvoir améliorer ses pratiques dans le domaine, dans la logique où on a donc un ensemble de canaux qu'on utilise habituellement pour retoucher ses clients. On fait des salons, on fait des catalogues, évidemment, son site web. On doit investir les communautés professionnelles, LinkedIn par exemple. Et ça nous amène à pouvoir, au travers des canaux digitaux, favoriser la convergence vers son site web, tout en produisant des contenus à destination donc de ses prospects. Ces prospects vont consommer ces contenus. Ces contenus étant consommés, on va pouvoir les identifier en tant qu'opportunités, faire en sorte que les commerciaux à ce moment-là puissent directement intervenir en relançant les opportunités qui sont ainsi créées, et via son CRM pouvoir intégrer donc la logique de marketing automation qui va permettre de nourrir ces canaux de nouvelles informations toujours plus ciblées et toujours plus adaptées à son auditoire, de sorte que ce cercle vertueux permette, encore une fois, de faire converger un maximum de prospects et de clients vers le site, et également de générer les opportunités qui vont nourrir les commerciaux d'autant de capacité à pouvoir contacter à la fois leurs clients et leurs prospects. Donc, ce concept de social selling est assez clé pour favoriser la convergence entre les habitudes traditionnelles de pratique commerciale et les nouvelles servies par les digitales, et faire en sorte que les deux fonctionnent de façon harmonieuse pour créer donc encore une fois ce cercle vertueux qui va soulager de tout un travail assez répétitif les équipes commerciales, les nourrir de leads et leur donner au travers de l'e-commerce la faculté de pouvoir opérer en ligne. Alors, ce qui nous amène évidemment naturellement à identifier ce que le e-commerce B2B représente en termes de particularité, avec comme première considération le fait qu'on soit dans une logique de pardon, cette transition était un peu rapide, dans une logique de business sur mesure. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est que on ait la faculté de pouvoir précisément adresser un client, son client entreprise. Par distinction, dans le B2C, on adresse des quantités de clients, finalement en leur adressant le même message. Et dans le B2B, on va avoir une autre approche. On va chercher à transposer pour son client l'accès aux informations qui le concernent à lui. Alors, on a recensé ici ce qu'on estime être les spécificités les plus prégnantes de l'e-commerce dans son acception B2B, avec donc
première chose, le rapport au comportement d'achat. Dans le B2C, on va plutôt miser sur l'émotionnel, sur l'achat un peu compulsif, etc. Dans le B2B, pas du tout. Dans le B2B, c'est rationnel, c'est une démarche logique. Je suis un professionnel qui achète pour mon entreprise, j'ai besoin d'informations techniques et de satisfaire des critères objectifs. Donc, il est important d'avoir ça en tête parce que, évidemment, ça va modifier toute une partie de la réflexion sur la façon de faire un site B2B efficace. Alors, donc je ne vais pas détailler tous les éléments, mais ce qui est important, c'est de toucher du doigt ces différences qu'il y a et cette relation entre l'acheteur qui a un comportement professionnel et qui donc, de ce point de vue-là, va relever de motivations qui vont dans ce sens. Je dois faire le bon achat en y passant le temps requis, en sachant que j'ai acheté au bon prix, en étant en situation de pouvoir facilement trouver les informations dont j'ai besoin et m'inscrire dans un cycle de validation pour passer ma commande qui serve mon process interne. Si ma commande doit, lorsque je fais un panier, être validé par un acheteur qui lui-même va solliciter une autre validation, il faut que depuis ma plateforme, j'ai la faculté de pouvoir, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mener à bien mon processus d'achat. Alors, on illustrait ce que je viens d'évoquer avec un exemple d'un de nos clients là, assez emblématique, j'ai tendance à dire, dans ce registre. Donc, société Ushitski, qui vend du matériel électrique à une diversité de typologies d'entreprises. Et on retrouve donc les éléments essentiels, donc des big menus riches qui permettent d'accéder à une diversité d'informations et de produits classés par aussi bien marque que catégorie que typologie de produits, et avec donc des considérations ici assez larges, puisque là on parle de plus de 130 000 références produits, associées à donc toute l'information qu'on va souhaiter permettre à l'internaute d'accéder, et y compris de pouvoir directement grâce donc, à un moteur de recherche, là aussi très performant, pouvoir naviguer dans cette énorme diversité et quantité de produits de façon fluide et rapide pour arriver donc là où je le souhaite. Et si j'étais connecté, là en l'occurrence je ne le suis pas, mais pouvoir directement accéder à mon prix, celui auquel je vais effectivement pouvoir acheter ce produit compte tenu des conditions spéciales d'achat que j'ai chez mon fournisseur ici au Ushitski. Donc voilà comment illustrer l'efficacité requise pour l'e-commerce B2B tout en y associant un certain nombre, comme Ludovic évoquait tout à l'heure, de mécaniques finalement de l'e-commerce, mais transposées ici, encore une fois, aux attentes du professionnel qui doit exercer ici son process interne. Arnaud, si je peux me permettre, juste, je voudrais souligner quelque chose, c'est que en tant que consultant, quelque chose que j'ai vu assez régulièrement, c'est certaines entreprises donc qui sont purement en B2B faire appel à des structures de conception de sites qui ont plutôt une culture B2C, en pensant que finalement tout ça c'est que du e-commerce et que ça fonctionne de la même manière. Le e-commerce B2B, il a vraiment des particularités sur lesquelles je voudrais juste insister, c'est que on n'a pas du tout les mêmes comportements d'achat des utilisateurs. On n'est pas sur de l'achat d'impulsion, sur de l'achat passion, sur des choses comme ça. On est sur de l'efficacité professionnelle. On doit être là pour faire gagner du temps. Tu soulignais tout à l'heure parmi les demandes que les utilisateurs plébiscitaient, celle de la recherche. Effectivement, il faut toujours avoir en tête que lorsqu'on est en B2B, on a affaire à quelqu'un qui doit trouver rapidement une information. Potentiellement, cette information, elle doit aussi nourrir ses propres flux marketing à lui, parce que ça peut être un revendeur, ça peut être un distributeur. Et donc, la démarche est tout autre. Et vraiment, je veux insister là-dessus, il ne faut pas aborder un projet B2B de la même façon qu'un projet B2C où on va avoir une approche très spécifique et très orientée, expérience sympathique, jolie, rapide d'achat. C'est du professionnel, c'est de l'efficacité, c'est voilà, une forte richesse de données.
Et puis, encore une fois, effectivement, des achats répétitifs, des listes d'achats, des choses de ce type qui sont très, très spécifiques au B2B. Merci Ludo. Alors, autre spécificité dans l'e-commerce B2B, alors celle-là, elle est plutôt d'ordre structurel, c'est que ce qu'on a pu identifier, c'est que globalement, les acteurs dans ce domaine mettaient la barre très haut en termes de coûts d'abonnement et d'intégration. On reprend ici un comparatif qui est établi par Eurocommerce, une solution parmi d'autres dans le domaine, et qui permet d'appréhender le poids de ce type de projet. En premier lieu, en termes de coût de licence, hein, donc alors, vous voyez que aussi bien pour Eurocommerce que pour Magento B2B, c'est-à-dire la version de Magento B2B Enterprise par Adobe, donc d'abord repose sur une tarification qui est basée sur le chiffre d'affaires, avec des minimums donc entre 20 et 35 000 euros. Là uniquement pour la licence, c'est-à-dire qu'au-dessus de ça, il va falloir évidemment le hosting, le service, etc. Alors, je vous parle même pas des Ibris, Oracle et WebSphere, où là on atteint des sphères justement assez importantes. Deuxième considération, c'est le délai de mise en œuvre. Alors, on voit que globalement, là, on est sur des délais de mise en œuvre qui sont assez longs, hein, parce que on est généralement dans une démarche où, quand on appuie sur le bouton, on espère pouvoir rapidement opérer. C'est un élément qu'on verra tout à l'heure sur la partie justement time to market et puis méthodologie pour accélérer la commercialisation. Et enfin, bon, les coûts de mise en œuvre qui sont là aussi très élevés. Alors, ce que nous, on pratique et ce qu'on s'efforce de pouvoir plutôt appréhender comme vision, c'est à peu près ces métriques-là, c'est-à-dire de réduire de façon assez drastique les coûts, en particulier les coûts récurrents. Ici, donc quand on évoque les 15K, c'est une solution intégrée, hein, donc dans une logique SaaS, avec des temps d'intégration qui sont moindres, en standardisant tout un tas d'éléments. On reviendra sur un certain nombre d'entre eux tout à l'heure. Et donc de pouvoir également baisser le coût moyen pour que, à l'échelle de la PMI, pardon, de la PME, du PMI d'ailleurs, et de l'ETI, on soit sur des typologies de projets plus en relation avec les perspectives que l'on recherche. Alors, ce qui nous amène naturellement sur la relation au fait de justement lancer son projet et pour vous évoquer la façon dont on a organisé le document que vous pourrez télécharger tout à l'heure, en prenant dans cette logique du lancement d'un projet les 4 étapes qu'on a estimées comme étant les étapes essentielles qui vont jalonner votre projet. Donc, le premier, on y reviendra dans un instant, c'est tout ce qui a trait à l'identification des sources de données et la gestion de la donnée. On a évoqué déjà plusieurs fois avec Ludovic, c'est évidemment déterminant. On parlera ensuite de la logique de catalogue produit, du cycle de vente et des process commerciaux pour évidemment se rattacher aux propos sur la digitalisation des cycles de vente qu'on a évoqués jusqu'avant. Et puis, un des éléments évidemment importants lorsqu'on conçoit ce type de solution, l'interface graphique, la gestion de contenu et l'expérience utilisateur. Alors, première considération pour lancer son projet, on l'évoquait dans le titre du webinaire, c'est la méthodologie qu'on préconise d'employer dans ce domaine. Alors, on s'emploie à promouvoir l'agilité dans sa première considération, le fait de bien concevoir un projet en tant qu'équipe. Je l'ai évoqué tout à l'heure quand on parlait notamment de la relation commerciaux, mais il est déterminant qu'un projet de ce type fédère une équipe qui soit légitimée, qui soit soutenue et qui reçoive l'appui du plus grand nombre. Deuxième considération, pratiquer son projet dans une démarche de concertation, de collaboration entre les acteurs, de telle sorte qu'on soit en mesure de pouvoir adapter de façon continue les priorités, parce que, et c'est un élément important, de la même manière que votre stratégie commerciale elle évolue, de la même manière que une nouvelle offre, la modification d'une offre doivent habituellement entraîne un certain nombre de comportements au niveau commercial, ben, il faut être capable également d'injecter ce type d'évolution sur sa plateforme e-commerce B2B. Ça qui doit globalement permettre de pouvoir se projeter dans le fait que pour déployer rapidement, eh bien, en procédant de façon itérative, ça va permettre de pouvoir, j'allais dire, comme d'habitude en pareilles circonstances, faire en sorte que ce qui est produit soit le plus en phase avec les besoins des utilisateurs qui doivent être eux-mêmes évidemment vus des deux côtés, à savoir côté client et côté équipe interne, de sorte que la plateforme qu'on va livrer soit
d'une part, la plus en phase avec la vision en interne du marketing et du commerce, et évidemment la plus efficace à destination des clients auxquels fondamentalement elle est destinée. Deuxième considération importante, on identifie pour une plateforme e-commerce 7 grandes fonctions essentielles. Donc tout ce qu'on va voir, vous pouvez le retenir à l'aune du fait que globalement, vous aurez fondamentalement ces 7 pages-là. C'est une page, c'est carrément des fonctions sur lesquelles vous concentrez parce que c'est là que globalement, c'est elles que vous allez chercher à rendre les plus riches, les plus adaptés, les plus orientés clients que possible. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On avait fait un autre webinaire que vous trouverez sur le site de Galilée en téléchargement et en replay, où on s'appesantit sur les particularités de chacune de ces pages. Donc, je vous laisserai les reconsulter. On va donc se concentrer sur la première considération, qui est celle relative à l'identification des sources de données, ce qu'on qualifie comme la donnée maître, le master data. Alors, d'où vient cette data? Cette data, globalement, elle vient, comme Ludovic l'évoquait tout à l'heure, en considérant l'importance de ne pas multiplier les sources de données, c'est justement de pouvoir master que donc on définit avec typiquement celles en provenance des ERP en général, les références, une partie des descriptifs produits, les conditions commerciales arrivent des ERP, la partie logistique pour ceux que ça concerne, les données graphiques, puisque là aussi la présence d'images, de fiches produits va être déterminante pour servir les besoins d'information qu'on évoquait, largement évoqué tout à l'heure, et les contenus marketing aussi, les bonnes descriptions de produits, le bon formatage de l'information de produit, qui sont ce qui va permettre deux grandes considérations sur la manière de procéder qu'on peut les murs pour le l'information aussi bien celle aussi bien que dans un RAM, donc la gestion de l'information de produit aussi bien que la donnée graphique. Information. Aussi, encore une fois, pour ceux qui n'en sont pas encore là, de structurer cette donnée dans Excel, qui reste un des outils très utilisés par toutes les forces commerciales, pour justement pouvoir ensuite automatiser autant que possible la manière dont on va pouvoir nourrir son environnement e-commerce de cette donnée pour arriver à ce qu'on estime être la page produit idéale, c'est-à-dire celle qui va présenter son produit en prenant en considération les attentes de l'utilisateur que l'on cible, le fait qu'on présente à cet utilisateur précisément les produits qu'il a vocation à commander chez nous. Il n'a peut-être pas vocation à commander tout ce que l'on vend, donc lui présenter précisément ce qui le concerne à lui, et évidemment lui être en mesure de lui présenter également les prix qui le concernent à lui. Alors, ça résultant évidemment de la relation avec, je l'ai évoqué tout à l'heure, le RP, au sein duquel on a généralement les informations de quel client, à quel client on vend quel produit et à quel prix. Et avec une autre considération dans ce domaine, c'est que on peut avoir des circonstances où on a une quantité de produits qui soit plus ou moins importante, et évidemment, on ne va pas avoir les mêmes contraintes si on doit vendre 1000 produits ou si on doit vendre 200 000. D'où la nécessité de pouvoir injecter des fonctionnalités qui vont permettre de pouvoir gérer, y compris des grandes quantités de produits. Donc là, qui résulte dans notre démarche là, de R&D par l'intégration d'Elasticsearch en Magento, donc on est plutôt sur ce registre-là, pour pouvoir servir donc une grande quantité de produits comme tu évoquais, mais aussi la faculté de pouvoir gérer le type de produits qui vont être associés à tel client, associés évidemment au prix spécifique de ce client, et ça en combinaison, c'est-à-dire l'équation s'ajoutant en termes de nombre, quantité de clients fois nombre de produits égale quantité de prix. Alors, par exemple, le site qu'on voyait tout à l'heure au niveau de Shitsky, je disais, c'est à peu près 130 000 produits, et pour la quantité de clients qu'adresse au Shitsky, c'est la nécessité de gérer à peu près 80 millions de prix. 80 millions de prix. Donc, des quantités extrêmement importantes qui nécessitent évidemment des solutions adaptées dans ce domaine. Ça, c'est pour ceux qui ont
des gammes de produits assez larges. Et donc, ce type de contrainte appliquée à, toujours dans la logique du catalogue produit, la faculté de définir, y compris des catalogues distincts, si ça fait du sens. Alors, on a par exemple un de nos clients qui vend du matériel de construction et a fait un site dédié pour tout ce qui est éclairage. Parce qu'il estime que l'éclairage suscite un marché en tant que tel. Et donc, c'est aussi cette faculté-là que vous devez considérer dans la relation au catalogue produit dans un environnement commerce B2B, quant à savoir si vous le segmentez par client et par type de produit, si ça c'est au sein du même outil ou sur des environnements commerciaux dédiés, et là pour le coup en droite ligne avec vos propres considérations en termes de stratégie commerciale. Avant-dernière considération, donc celle relative au cycle de vente. J'accélère un petit peu parce que l'heure tourne et je voudrais qu'on revienne tout à l'heure quand même sur la discussion avec Ludovic et Philippe. Donc, la considération du cycle de vente qui doit permettre, on l'a évoqué, d'associer ou d'ajuster le type de process commercial tel que vous pratiquez avec le client avec les possibilités de la solution. Donc, pouvoir déterminer quels produits sont visibles, quelles méthodes de paiement sont visibles, puisqu'évidemment, on est rarement à sortir une carte bleue en B2B. Pouvoir diversifier les méthodes de livraison sur un chantier, en agence, on l'évoquait tout à l'heure, en click and collect, etc. Et la notion de validation d'une commande, puisque c'est en B2B ce qu'on peut rencontrer également. Et dernière considération, et non des moindres, concernant donc la partie web design, interface graphique, où là, notre préconisation sera de s'en remettre sur la base des 7 pages que j'ai identifiées tout à l'heure, au type de gabarit qui existe pour pouvoir habiller la plupart des CMS e-commerce, de sorte que à partir des éléments de la charte graphique, ça permet de pouvoir, sur la base des propositions qui sont faites pour les différentes pages, rapidement pouvoir concevoir des maquettes de ces pages, définir celles qu'on estime être les plus pertinentes pour son cas de figure, et ainsi donc pouvoir là encore accélérer le process ici de réalisation d'une interface graphique en relation avec la vision qu'on en a bien sûr, et surtout celle qu'on estime être la bonne pour ses clients. Alors, on a recensé ici un certain nombre des erreurs qu'on identifierait comme erreurs à éviter dans un projet de ce type. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Avant de passer strictement sur la partie questions et réponses, juste 2-3 petits rappels. Donc, au niveau du sondage qui ont jalonné donc notre webinaire, première chose, donc on voit que alors à peu près 100% d'entre nous ont été impactés de manière importante par le Covid, hein, totalement ou partiellement impactés par la période Covid. La quasi-totalité estime également que l'e-commerce B2B est un des éléments de réponse dans ce domaine. Alors, a priori, l'information sur les aides disponibles dans ce domaine était de bonne aloi, puisque 80% d'entre vous disent n'avoir pas été au courant qu'elles existaient. Donc, on vous enverra les liens et puis foncez, parce que voilà, c'est évidemment des subsides tout à fait importants et pertinents. Et enfin, on en arrive au même constat, à savoir que l'e-commerce est un élément déterminant pour le développement des entreprises dans les mois, on va dire dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, j'en reviens donc au terme de ce webinaire, donc pour quelques minutes qui nous restent, donc à Ludovic et à Philippe. Donc, merci à tous les deux d'avoir accompagné ce webinaire. Alors, j'aurais une première question donc à destination de Philippe. Oui. Non, c'est bon. Allez.
Alors, la première que je voulais te poser était relative à la vision que tu avais, considérant donc la population de nos interlocuteurs aujourd'hui. Quel serait ton conseil numéro 1 pour quelqu'un qui voudrait, enfin, une entreprise qui veut se lancer dans l'e-commerce B2B? Alors, forcément, Arnaud, la stratégie n'est pas la même entre une petite et une grande entreprise. Clairement. Elle n'est pas la même si on souhaite migrer une activité existante vers un site B2B ou si l'on souhaite créer un nouveau concept de toute pièce. Là aussi, ça n'a absolument rien à voir. Lancer un projet B2B, c'est un sujet très large. Mon conseil fondamental pour se lancer, c'est d'avoir la volonté permanente d'améliorer la compétitivité de son entreprise et de chercher la place de leader sur son marché. Ça me paraît vraiment fondamental. Avoir toujours et viser cet objectif-là. Donc, je résumerai en fait en 4 points clés. Je dirais que le point de ralliement numéro 1 pour toutes les tailles d'entreprise, c'est l'amélioration de la relation avec vos clients et vos collaborateurs. Cela passe par la centralisation de l'information sur votre site Internet. Le site Internet B2B est devenu en fait la Bible de l'entreprise. Ouais. Le deuxième point important est la formidable opportunité que cela apporte dans la relation de communication et de marketing, qui ne vient surtout pas au détriment d'une communication traditionnelle et humaine, que l'on peut appeler un peu le non-digital, qui reste très présent et qui, à mon avis, est indispensable dans toutes les tailles d'entreprise. Mais comme l'a dit Ludovic tout à l'heure, ce doit être repensé, c'est-à-dire notamment au niveau de la force de vente terrain. Cette nouvelle force de vente terrain, elle devra accompagner en fait ses clients à la formation et à l'usage du site B2B. Et par la suite, avoir davantage de temps pour se consacrer à l'acquisition et à la fidélisation, qui reste fondamental. Le troisième point clé, ce sont les outils mis à disposition d'un espace client sur votre site B2B. Ces outils vont permettre à vos clients d'obtenir des informations sur leurs devis, leurs commandes, leur suivi de livraison, d'une manière précise et très rapide. L'idée, c'est de pousser au maximum tous ces outils de dashboard qui vont rendre en fait vos clients un petit peu accros à votre site Internet et répéter leur nombre de visites. Et finalement, en fait, votre site B2B va créer, ce sera véritablement un super outil et un outil confortable de travail. Et le quatrième point clé et le dernier, c'est l'amélioration de votre organisation interne par votre back-office, l'amélioration de vos process commerciaux et de fabrication. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'en redictant un petit peu les règles et en mettant en place en fait ce canal de vente et cette commercialisation en B2B, on réorganise en fait pleinement toute son entreprise de A à Z. Voilà. Ok, merci. Ludovic, un peu même question. Ton conseil numéro 1, ça serait quoi? Alors oui, moi je pense que c'est faut penser faut se dire comment je peux simplifier la vie à mon client en permanence. Philippe parlait d'optimiser, c'est effectivement un travail de tous les jours. Ça veut dire qu'il faut être en permanence en contact avec ses clients. Il faut que les commerciaux remontent des infos et voilà, il faut se dire que je vois parmi les questions qui remontent, c'est comment on peut lutter face à Amazon, face à Alibaba, face à des très gros en B2B. Je pense que le moyen de lutter, c'est de répondre présent chaque fois que le client a besoin de vous. Amazon, par exemple, vous aurez jamais personne au téléphone. Y a des gens, ils ont besoin de pouvoir décrocher le téléphone et d'appeler quelqu'un lorsqu'ils n'arrivent pas à se connecter ou lorsqu'ils ont eu peut-être un produit qu'ils trouvent pas facilement ou un mouton à 5 pattes. Il faut leur proposer en permanence le meilleur des mondes, le meilleur du monde digital, le meilleur du monde traditionnel, le meilleur de la relation. Et c'est comme ça que vous fidéliserez. Faut pas penser que, même si c'est important, le critère unique dans la relation commerciale, c'est le prix. On sait que, surtout en cette période, les clients sont très sensibles au prix bas. Mais malgré tout, au final, ce qui reste, et c'est particulièrement vrai dans la relation professionnelle, c'est la confiance dans le temps et la qualité de service. Et donc vraiment, passez votre temps à vous dire comment je peux simplifier la vie de mes clients, comment je peux leur apporter des nouveaux services, comment je peux les rendre accros à ma marque. Le registre sur la complémentarité entre l'accès en ligne aux produits et le commercial qui conseille, je pense que c'est une bonne réponse à la manière de se distinguer d'un Amazon ou d'un Alibaba qui, effectivement, comme tu me disais, eux, n'ont pas le téléphone.
tout à fait. Et puis souvent, moi, dans des entreprises que j'accompagne, je vois les commerciaux qui me disent, à partir du moment où on va avoir un site internet, moi, j'ai plus de boulot, je ne sers plus à rien. Non, c'est pas ça. C'est complémentaire. C'est une nouvelle corde à l'arc. C'est un nouvel outil dans la caisse à outils. Il faut être présent partout où le client est. Et aujourd'hui, on est tous pareils. C'est que quand on cherche le prix d'un produit, on commence à chercher sur Internet. On est moins apte peut-être que par le passé à décrocher son téléphone ou à appeler quelqu'un, c'est moins naturel. Par contre, une fois qu'on a peut-être trouvé l'information, qu'on a accroché ou autre, là on va apprécier de demander à être rappelé. On va apprécier d'avoir quelqu'un qui vous apporte un conseil super précis, très expert. On va apprécier d'avoir des conseils d'utilisation des produits. Et c'est là où il faut repenser un petit peu le rôle de toutes les composantes de cette relation commerciale. Alors, comme le temps tourne, on va manquer un petit peu de temps, mais je voulais quand même poser une dernière question. Donc, Philippe, ta vision en termes de pratique marketing, dès lors que ce qu'il y a à promouvoir, c'est justement son site B2B, comment tu appréhendes les choses? Donc, en pratique, quel type de moyens tu mets en œuvre pour promouvoir le fait de faire converger tes clients vers ton site? Alors, Arnaud, comme tu as débuté le webinaire, tu m'as dit que j'avais débuté mon activité au milieu des années 90. À l'époque, le print était roi, on va dire. On faisait une belle plaquette ou une belle brochure, un routage. On envoyait même des fax mailing et on avait des résultats avec un ROI hallucinant. On disruptait pas le marché. On assistait en fait à cette époque à une révolution technologique qui apportait une croissance naturelle prodigieuse. Il suffisait de surfer sur ces innovations permanentes et avec des bons produits et un bon service, on amenait tous nos clients B2B vers la réussite. Les choses ont bien changé. Le volume d'action marketing que l'on doit générer aujourd'hui est très, très important pour sortir du lot. Alors, je vous les ai un petit peu listés, mais en gros, le e-marketing est devenu roi. En ce qui me concerne, moi, j'adopte à la fois l'emailing ciblé auprès des prospects avec des communications adaptées aux activités que je cible, à la fidélisation de mes réseaux existants aussi par des emails adaptés. Je travaille beaucoup le référencement naturel directement à la création du site internet. J'en profite dès le début pour pouvoir mettre en place le référencement naturel qui est fondamental. Ensuite, j'alloue un budget AdWords conséquent qui va mener vers du search, du display, du YouTube, du Google Shopping. Ensuite, du budget ads sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Instagram. L'automatisation de messages ciblés sur LinkedIn, Sales Navigator, ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Il faut faire monter aussi sa communauté sur sa page perso sur LinkedIn. Des partenariats avec la presse professionnelle métier, afin d'avoir un écho sur chaque média professionnel en impliquant ces acteurs dans la présentation de mes produits. La création d'un kit aussi pour la presse, avec un bon communiqué de presse qui intéressera la presse. Des partenariats avec les groupements professionnels. La création de contenus intéressants pour alimenter les blogs, nos pages de réseaux sociaux, la recherche de backlinks aussi auprès de sites internet externes pour améliorer notre référencement naturel, la création d'un programme revendeur avec la mise à disposition d'un kit graphique pour aider les revendeurs à présenter facilement nos produits, et pour finir, un gros travail d'analyse de toutes ces actions avec différents outils parfois assez complexes, un œil en permanence sur Google Ads, sur Google Analytics et bien d'autres outils. Et donc, du coup, on se rend compte que le marketing, en fait, dicte totalement la croissance du site B2B. Voilà, j'essaie de résumer toutes ces actions qui sont nombreuses. Oui, c'est ça, c'est ce que, en écoutant ton énoncé, c'est ce que la réflexion que je me faisais, c'est la multiplication des canaux. Alors, qui, pour autant, chacun d'eux nécessite un effort, dès lors qu'on a bien structuré son information, un effort et des coûts qui n'ont aucune commune mesure à ce qu'on a pu connaître par le passé s'il fallait imprimer un catalogue de 500 pages routé à 2000 personnes. Donc, c'est aussi un des bénéfices de l'évolution dans ce domaine, c'est de pouvoir mettre en œuvre autant de canaux que tu l'évoquais pour faire converger donc sa clientèle vers son site dans des conditions économiquement qui rendent la chose relativement accessible au plus grand nombre. Au moins des entreprises. En termes de budget, par contre, ça demande quand même un niveau d'expertise pour chaque, on va dire, point qui est assez important, qui est rarement en fait maîtrisé par une seule et unique personne dans un petit service marketing interne. Donc, on doit justement s'habituer à travailler avec
des personnes non externes qui vont apporter une expérience sur la presse ou sur les réseaux sociaux ou sur l'achat d'espace. Voilà, chaque métier est devenu vraiment très très spécialisé dans le marketing. Transition. Je voudrais juste ajouter quelque chose, si c'est possible. Ce qu'il faut toujours avoir en tête aussi, c'est le retour sur investissement, c'est-à-dire le coût des canaux marketing, parce que tous les canaux marketing digitaux ont la fâcheuse tendance à être sur des bases de systèmes d'enchères. Donc, souvent au démarrage de ces régies, ils sont assez accessibles et ils deviennent de plus en plus coûteux dans le temps. Donc effectivement, les catalogues papier envoyés en grand nombre, c'est des investissements importants, mais aujourd'hui, il faut pas perdre de vue le mailing papier. Je tiens vraiment à ça parce que j'ai cette dominante imprimerie qu'on me connaît, mais aujourd'hui, ça a un coût souvent moindre que certains coûts par clic sur des mots-clés. C'est pas vrai partout, mais il y a certains domaines où le coût par clic est énorme. Et on voit pas mal d'annonceurs en B2B qui font évoluer leur catalogue vers plus du magazine, plus du conseil, de l'information d'usage, etc. Et qui du coup informent régulièrement leurs clients sur l'utilisation des produits, les nouveautés, les tendances du marché, etc. Et du coup, le média papier devient un vecteur d'information des clients. Et c'est un outil très très utile pour fidéliser les utilisateurs et dans certains cas même. Ouais, voire même. Tu fais bien de rappeler le point parce qu'il y a même une logique complémentarité entre les différents types de supports. Parce qu'il y a tout un tas de métiers où quand je dois me tartiner des milliers de références et que je suis sur mon chantier par exemple, je vais quand même avoir beaucoup plus de facilité avec mon catalogue qui est pas fragile et que je peux feuilleter rapidement pour aller trouver ce qui m'intéresse et basculer sur le site pour commander, plutôt que rechercher sur un smartphone parmi des milliers de trucs où ça sera ponctuellement là peut-être moins pratique. Donc je te rejoins tout à fait sur la complémentarité entre médias. Oui, puis la rareté de recevoir un beau courrier avec un beau papier aujourd'hui, c'est devenu presque un service de luxe, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et on sort complètement du lot. Force. Après avoir vu tellement de visuels sur Internet et d'images toute la journée, on n'est plus captif au contenu Internet, tout à fait. Oui, non, mais c'est définitivement cette multicanalité chère par ailleurs à notre vision de la transformation digitale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un canal qui écrase les autres. Il y a idéalement une somme de canaux à savoir associer entre eux pour paraphraser ce que vous disiez tout à l'heure, avoir le retour sur investissement le plus rationnel et donc le taux de génération de leads, puisque c'est au final ce qu'on va chercher à faire, et donc de vente qui soit le plus optimisé que possible. Messieurs, il va me rester à vous remercier parce que l'heure tourne en précisant deux petits points. Le premier, donc j'avais mis le slide à l'écran. Vous trouverez donc le guide qu'on a évoqué à plusieurs reprises en téléchargement, donc directement là ici sur la plateforme Audikeo. Vous le retrouverez également sur le site Galilée dans les ressources, sur lequel, dans ces ressources, vous trouverez aussi le webinaire que j'évoquais tout à l'heure sur l'e-commerce B2B. On avait fait un webinaire sur les 10 points clés de l'e-commerce B2B. Par ailleurs, je vous annonce que nous reviendrons vers un certain nombre d'entre vous qui se déclareront intéressés dans le cadre donc d'audits gratuits qu'on va offrir à destination de ceux qui se manifesteront dans ce domaine. Ces audits pour information seront menés par Ludovic, que l'on va mandater donc pour vous accompagner dans ce domaine. Et donc, me restant donc à remercier évidemment Ludovic donc pour sa contribution à la réalisation à la fois du webinaire et du document que vous allez pouvoir télécharger. Je remercie mes équipes également qui ont travaillé d'arrache-pied de la même manière que Laura, Émilie entre autres soient remerciées. Et évidemment Philippe, merci pour ta disponibilité et pour les conseils avisés que tu nous as prodigués aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, à bientôt, Merci, au revoir. Salut.